C'était un samedi soir. Le soleil venait de se coucher, créant un crépuscule qui rendait difficile la décision d'allumer les phares. Mark Evans n'avait pas à se poser la question. Il entrait dans son garage, situé dans une rue calme de Sharpsburg. Un instant plus tard, un homme mince aux cheveux noirs sortit par une porte latérale. Pourtant, un sac de sport, une mallette et un ordinateur portable. Des années d'expérience lui permettaient de manipuler ces objets avec aisance. Il entra dans sa maison sans appeler sa femme Lisa, sachant qu'elle n'était pas là. Il se dirigea vers le salon, posa sa mallette et son ordinateur sur le canapé, et son sac de vêtements près de l'escalier. Il accrocha son manteau dans le placard près de la porte d'entrée, puis retira sa veste et sa cravate, déboutonnant les premiers boutons de sa chemise. Il venait de rentrer d'une réunion régionale des managers chez ABC Industries, bien qu'il ne fût pas techniquement un manager, mais le meilleur analyste système, son superviseur, doué pour organiser le personnel, mais ignorant en systèmes informatiques, avait requis sa présence à la réunion à Pittsburgh. Il avait dit à sa femme qu'il rentrerait lundi, prétendant que la réunion était suivie de séminaires le week-end. Il avait ses raisons pour cela et ne voulait pas rentrer trop tôt. Regrettant de ne pas avoir apporté de vêtements confortables pour le voyage, il savait que Lisa aurait posé des questions, de retour chez lui. Il prit une douche et enfila un jean et un polo. Après un repas rapide de reste et une bouteille de bière, il lut le journal local dans le salon. Paraissant être un mari se détendant après un voyage, en réalité, il gagnait du temps. Confronté à une crise personnelle, il avait surmonté le déni, mais faisait encore face à la colère, au marchandage, à la dépression et à l'acceptation. Passé minuit, il nettoya la cuisine, réalisant que c'était de la procrastination. Incapable de trouver une autre solution, il enfila une veste légère et se dirigea vers la porte latérale. Se souvenant de quelque chose, il retourna au salon, envoya un courriel depuis son ordinateur portable, puis quitta la maison. Après 5 minutes dans le garage, il partit en voiture. La porte du garage se refermant derrière lui, à 7h37. L'opérateur d'urgence de Sharpsburg répondit à un appel. « Urgence. Quelle est votre urgence ?» Une voix féminine, jeune, répondit. « J'ai besoin de la police. Je pense qu'un crime a été commis. Où êtes-vous, madame ?» demanda l'opérateur. « Je suis à une cabine téléphonique sur Park Drive, près du parc George Washington, » répondit-elle. L'opérateur, comprenant la mauvaise connexion, demanda « Quel crime a été commis, madame ?» « Avez-vous été attaqué ou volé ?» La jeune femme hésita avant de répondre. « Non, ce n'était pas moi. Je vais bien. Je courais dans le parc sur la route d'accès aux aires de pique-nique et j'ai vu une voiture garée là. Les portes étaient ouvertes, les lumières allumées et il y avait beaucoup de sang. » L'opérateur d'urgence, maintenant très intéressé, demanda « Y aura-t-il besoin d'une ambulance? Y a-t-il des blessés ?» Non, personne n'était là. Juste une voiture vide et du sang. Quelques secondes plus tard, elle ajouta « Je n'ai pas beaucoup regardé autour. J'avais peur que quelqu'un me poursuive. Alors j'ai couru jusqu'à cette cabine pour vous appeler. Vous avez bien fait. Une voiture est en route et devrait être là en moins de 10 minutes. Veuillez attendre les officiers pour leur montrer l'emplacement exact. » Alarmée, l'appelante répondit « Non, je n'attends pas. Et s'ils me poursuivaient, je rentre chez moi. » Elle raccrocha ensuite. L'opérateur d'urgence fixa l'écran alors que l'appel se terminait. Zout. J'espère que je n'ai pas détourné les officiers d'une affaire plus importante. Vers 14 heures. Le détective Peter Nesbitt arriva chez les Evans. Une femme blonde entra dans l'allée alors qu'il sortait de sa voiture. Il l'approcha rapidement. « Excusez-moi, je cherchais Madame Evans. » Elle se tourna, tirant une valise de la voiture, et répondit « Je suis Lisa Evans. Est-ce que je vous connais ?»« Non. »« Madame, je suis le détective Peter Nesbitt de la police de Sharpsburg. Nous essayons de localiser votre mari, Mark Evans. Sa voiture a été trouvée abandonnée dans le parc George Washington ce matin. Il montra son badge et sa carte d'identité. » Lisa sembla préoccupée, mais dit ensuite « Mark est à Pittsburgh. Il laisse toujours sa voiture à l'aéroport. Vous devez vous tromper. » Le détective Nesbitt insista. « Nous sommes sûrs que c'est sa voiture. La plaque d'immatriculation et le numéro d'identification correspondent à son enregistrement. » Confuse, elle se dirigea vers la porte latérale. « Si c'est sa voiture, elle a dû être volée à l'aéroport. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. » Nesbitt persista.
Quand avez-vous parlé à votre mari pour la dernière fois? Pourriez-vous l'appeler maintenant pour vérifier qu'il est à Pittsburgh? A-t-il un téléphone portable que vous pouvez appeler? Lisa s'arrêta, posa son sac et fouilla dans son sac à main pour trouver son téléphone. Il m'a appelé hier matin depuis Pittsburgh. Je vais l'appeler maintenant. Elle composa son numéro, mais un téléphone sonna dans la poche du détective. Il répondit « Bonjour, Madame Evans ». Surprise. Elle demanda « Comment avez-vous le téléphone de Mark ?» Nesbitt répondit « Je ne peux pas vous le donner. C'est une preuve dans une possible affaire criminelle majeure. Il a été trouvé dans la voiture de votre mari. » Lisa, maintenant plus inquiète, demanda « Crime majeur, que voulez-vous dire ?» La voiture de votre mari a été trouvée avec les portes ouvertes et un trou de balle. Nous devons le trouver pour l'exclure comme victime ou suspect. Pourriez-vous appeler son hôtel à Pittsburgh? Lisa prit sa mallette et dit « Bien sûr, le numéro de l'hôtel est dans mon carnet d'adresse. Il séjourne toujours au même Holiday. Entrez et nous allons régler ça. » Dans la cuisine, elle trouva rapidement le numéro et appela l'hôtel. Mais après avoir raccroché, elle se tourna vers le détective. La mallette et l'ordinateur de Mark sont dans le salon. Je ne comprends pas. Le détective, l'air pensif, appela son collègue. « Salut Dave, c'est Pete. J'ai besoin d'un mandat de perquisition pour la maison des Evans. Nous devons déterminer si M. Evans est une victime ou un suspect. Apporte-le ici au plus vite. Je t'attends. » Il raccrocha et s'assit en face de Lisa. « Une mandat de perquisition. Vous pouvez fouiller autant que vous voulez. Il suffit de demander « Je veux que vous retrouviez mon mari. » Le détective Nesbitt répondit « Je dois suivre le protocole. Si votre mari est impliqué dans quelque chose d'illégal, toute preuve trouvée sans mandat ne pourra pas être utilisée au tribunal. » Lisa, en colère, dites « illégal. Mark n'est impliqué dans rien d'illégal. Il travaille avec des ordinateurs. » Nesbitt demanda « Pourquoi est-il revenu en ville sans vous le dire ?» Lisa pâlit et murmura « Non, ce n'est pas possible. » Paniquée, elle dit « Je n'ai aucune idée pourquoi il est rentré plus tôt. Tout ce que je sais, c'est qu'il n'est impliqué dans rien d'illégal. » Sa panique augmenta. Mark pourrait être blessé quelque part. Vous devez le trouver. Le détective Nesbitt, plus doucement, dites « Nous ne savons rien de sûr pour l'instant. Madame Evans, je dois faire les choses correctement. Tous nos officiers recherchent votre mari. Pourquoi ne pas préparer du café pendant que nous attendons le mandat ?» Son ton compatissant calma Lisa, et elle commença à préparer du café. Cependant, elle se tendit à nouveau quand il dit « Pendant que nous prenons le café, pourriez-vous me dire comment vous avez passé les dernières 48 heures? Nous avons besoin de déclarations de toutes les personnes impliquées. » Nesbitt attendit quelques minutes avant de demander une déclaration préliminaire. Ils s'assirent à la table de la cuisine, buvant du café pendant qu'il décrivait l'état de la voiture de Mark, y compris le trou de balle et le sang. Il dit que le sang suggérait qu'une seconde balle avait touché le corps, qui était allongé sur du bois de chauffage à côté de la voiture, et que la balle était en cours d'examen. La voiture avait été remorquée pour une inspection plus approfondie, et le médecin légiste et le scientifique médico-légal travaillaient encore sur la scène. Le détective David Klein, partenaire de Nesbitt, arriva avec le mandat de perquisition et 2 techniciens médico-légaux. Ils commencèrent une fouille minutieuse de la maison, du garage et de la voiture des Evans. Nesbitt s'arrangea avec Lisa pour récupérer le rasoir et la brosse à dents de Mark pour une comparaison ADN. Lisa était si bouleversée que Nesbitt lui demanda de rester sur le canapé pendant qu'ils terminèrent la fouille. Après 1 heure, ils décidèrent de prendre uniquement la mallette, l'ordinateur portable et les échantillons ADN de Mark. L'ordinateur était protégé par un mot de passe. « Madame Evans, connaissez-vous le mot de passe de l'ordinateur de votre mari ?» Lisa, espérant aider, dites « C'était son prénom et son nom, et son année de naissance. Trimaxicide, ça devrait fonctionner. » Aucune des variations ne fonctionna. Nesbitt la rassura. « Nos techniciens trouveront un moyen de contourner ça. » Les objets furent stockés dans la camionnette médico-légale. Nesbitt s'assit avec Lisa pour prendre sa déclaration. « Alors, Madame Evans, j'ai besoin de quelques informations de base sur vos déplacements ce week-end. Commençons par samedi matin. » Lisa prit une profonde inspiration. « Samedi matin, j'ai fait des tâches ménagères à la maison. Mark m'a appelé de Pittsburgh vers 13h ou 13h30. S'excusant de ne pas être à la maison, je suis allé faire du shopping jusqu'à 16h30. Puis je suis rentré. Après le dîner,
vers 19h30. Je suis allé chez une amie et j'y ai passé la nuit. Ce matin, je me suis levé tard. J'ai pris mon temps. Et je suis rentré vers 14h en expliquant. Elle devint plus tendue, fixant le sol et serrant les poings. Le détective Nesbitt termina d'écrire, ferma son carnet et dit « Nous pourrions avoir besoin de plus de détails plus tard. Madame Evans, c'est suffisant pour l'instant, mais soyez prête à en fournir davantage si nécessaire. » Il rangea son carnet et son stylo, puis se leva pour rejoindre les autres qui fouillaient le garage et la voiture. Avant de partir, il demanda « Avez-vous des photos récentes en pied de votre mari ? Un bon portrait serait également utile. Nous n'avons que la photo de son permis de conduire. » Il se dirigea vers la cheminée, jetant un œil aux photos de mariage. Lisa alla rapidement chercher un album photo. « Voici quelques photos récentes. Détective, choisissez ce que vous voulez. » Ils s'assirent ensemble, et Nesbitt choisit une photo de groupe et un portrait de Mark. Celles-ci seront parfaites. Lisa lui tendit les photos, et il demanda « L'homme sur la photo est-il un parent ? Si nous avons besoin d'un échantillon un membre de la famille pourrait aider si nous ne pouvons pas utiliser le rasoir ou la brosse à dents. » Lisa répondit « Non, c'est Blake Moore, le meilleur ami de Mark depuis l'école primaire. Mark n'a pas de parents proches. » Nesbitt la remercia et rejoignit les autres dans le garage. Lisa, au bord des larmes, resta à la table de la cuisine. Nesbitt ressentit de la sympathie pour elle. Son mari avait disparu et était peut-être impliqué dans un incident grave. Le fait qu'elle ne savait pas qu'il était en ville ajoutait au mystère. Les détectives et les experts médico-légaux terminèrent la fouille du garage et de la voiture. Ils trouvèrent des taches de sang sur les pédales d'accélérateur et de frein de la voiture de Lisa, ce qui les incita à la remorquer pour une inspection plus approfondie. Alors que les techniciens rangeaient, les détectives discutèrent de l'affaire. Nesbitt, face à la porte latérale, dit à son partenaire « Quelle est ton opinion sur Madame Evans ? » « J'ai des doutes, surtout avec le sang dans sa voiture. » Son partenaire répondit « Elle semblait être une épouse inquiète, mais c'est difficile à dire pour l'instant. Nous ne devrions pas tirer de conclusions hâtives. » Nesbitt décida. Voyons sa réaction quand nous lui parlerons du sang et du remorquage de sa voiture. Ils frappèrent et entrèrent dans la cuisine, surprenant Lisa, qui était au téléphone portable. Elle mit fin rapidement à l'appel. « Vous êtes de retour. Je pensais que vous aviez fini. » Nesbitt dit « Nous avons trouvé des traces de sang sur les pédales de votre voiture. Nous la remorquons pour une inspection approfondie. J'espère que ça ne vous dérange pas. » Lisa sembla choquée. « Du sang dans ma voiture. Je n'ai vu aucun sang. » Nesbitt répondit « Nous devons savoir comment il est arrivé là. S'il est lié à l'incident du parc, nous insisterons pour avoir des réponses. Aussi, nous aurons besoin des chaussures que vous portiez aujourd'hui. Je n'ai pas été au parc depuis des semaines. Je ne comprends pas comment il pourrait y avoir du sang dans ma voiture. » Elle lui tendit ses chaussures, puis s'effondra sur une chaise, se couvrant le visage et sanglotant. Les deux détectives réalisèrent qu'ils avaient besoin de plus d'informations et dirent au revoir, laissant Lisa effondrée sur la chaise de la cuisine. « Qu'en penses-tu, Dave? Est-elle une épouse inquiète ou une bonne actrice? As-tu remarqué qu'elle était au téléphone et a raccroché rapidement? » David Klein secoua la tête. « Je ne sais pas, Pete. Elle semble sincère. Mais si le sang dans sa voiture est celui de son mari, elle pourrait être impliquée. Nous devrions parler à leurs amis et voisins. Peut-être que quelqu'un sait quelque chose. Elle parlait probablement à sa meilleure amie. Oui, creuser un peu pourrait aider. Je veux savoir pourquoi il est revenu plus tôt. Ça pourrait être la clé. » Le détective Nesbitt mit les chaussures dans un sac comme preuve. Comme ils étaient arrivés séparément, ils rentrèrent au poste seuls, chacun essayant de donner un sens aux indices. Ils passèrent le reste de leur service à rédiger des rapports. Le lendemain matin, Peter et Dave arrivèrent tôt, impatients de plonger dans l'affaire. Ils furent accueillis par les rapports des experts médico-légaux et du médecin légiste. Il leur fallut 1 heure pour les lire. Peter nota « Les rapports pointent dans la même direction. Mais nous ne devrions pas nous précipiter. Voyons ce que nous pouvons trouver d'autre sur l'ordinateur. En attendant, nous devrions parler à son avocat et à ses collègues. » David acquiesça, et ils rendirent visite à l'avocat de Mark, Robert Graham, qui leur accorda rapidement quelques minutes. « Je ne peux pas discuter de la situation juridique de mon client. De quoi avez-vous besoin ?» Le détective Nesbitt dit « Nous avons besoin de la confirmation de ces courriels envoyés à vous depuis l'ordinateur de Mark Evans.
Nous voulons nous assurer qu'ils ne sont pas juste des brouillons. Il tendit 4 pages. L'avocat confirma, ce sont des originaux. Je peux confirmer leur réception. Les détectives le remercièrent et se dirigèrent vers leur voiture, échangeant des sourires. En route vers ABC Industrial, Peter dit « Comme tu l'as mentionné, le conjoint est généralement impliqué, mais nous avons encore du travail. » Au lieu de travail de Mark, ils furent conduits dans le bureau de son superviseur. Le détective Klein prit la parole. « Nous enquêtons sur la découverte de la voiture de Mark Evans dans le parc George Washington. Vous en avez peut-être entendu parler. Nous avons quelques questions. » Le patron de Mark leur assura sa coopération. « Mark est un employé précieux. De quoi avez-vous besoin de savoir ?» D'abord, Mark était-il censé rester à Pittsburgh jusqu'à vendredi soir? Il aurait eu des séminaires samedi et dimanche. Nous devons confirmer son emploi du temps. Le patron de Mark répondit rapidement. Mark n'avait aucun événement prévu pour le week-end. Je l'attendais vendredi soir. Le détective Klein nota cela et continua. Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel chez Mark récemment? Quelque chose qui le préoccupait? Le patron réfléchit un instant, puis répondit. Mark semblait avoir beaucoup de choses en tête récemment. Je lui ai demandé s'il avait des problèmes, mais il a dit que tout allait bien. Il a beaucoup broyé du noir. J'ai supposé qu'il travaillait juste dur. Les détectives le remercièrent et retournèrent à leur voiture. Sentant qu'il progressait, en fin de matinée, ils étaient de retour au bureau et reçurent les résultats préliminaires de l'ADN et un rapport médico-légal, qui incluait une boîte étrange avec des fils. Avec plus de pièces du puzzle en place, ils passèrent en revue leurs notes et informations dans une salle d'interrogatoire, confident d'avoir une meilleure compréhension. Ils décidèrent de rendre visite à Lisa Evans à nouveau. Arrivant chez les Evans, vers 15 heures, ils ne prévinrent pas pour la prendre par surprise. Lisa sembla surprise en les voyant. « Détective, avez-vous trouvé mon mari? J'appelle le sergent toutes les 2 heures et il n'a rien à signaler. » Le détective Nesbitt répondit « Non, mais nous avons fait des progrès. Nous aimerions vous poser quelques questions. » Lisa, l'air embarrassé. « Dites, bien sûr. Entrez. Je ferai de mon mieux pour aider. » Dans le salon, le détective s'assit en face d'elle. Le détective Klein ouvrit son carnet et demanda « Y a-t-il quelque chose que vous voulez nous dire sur votre relation avec Blake Moore ?» Lisa pâlit. « Quoi? Blake est le meilleur ami de mon mari. »« C'est juste mon ami. » Le détective Nesbitt demanda calmement. « Avez-vous une liaison avec Blake Moore ?» Lisa, encore plus pâle, bégaya. « Absolument pas. » « Comment pouvez-vous me demander ça ?» Le détective se leva. Le détective Klein dit « Nous avons besoin que vous veniez au poste pour une déclaration formelle. » Lisa paniqua. « Quoi? Suis-je en état d'arrestation? Pourquoi dois-je aller au poste? Vous n'êtes pas encore en état d'arrestation. Nous avons besoin d'une déclaration officielle. Vous pouvez avoir un avocat si vous voulez. » Lisa répondit rapidement. « Je n'ai pas besoin d'avocat. Je viendrai au poste. Je ferai tout ce qu'il faut pour aider à retrouver Mark. » Lisa escorta les détectives jusqu'à leur voiture. Une fois au poste, ils la conduisirent dans une salle d'interrogatoire sombre, conçue pour créer un environnement négatif. « Nous vous demanderons d'attendre ici pendant que nous rassemblons nos documents. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir un avocat ?» Le détective Nesbitt lui donna une autre chance de décider. Elle refusa, secouant la tête, ses yeux bleus pleins de larmes. Le détective quitta la pièce, s'assurant que les caméras étaient allumées. Le détective Klein dit à son officier supérieur « Je veux un bon enregistrement de tout ce qui est dit. Je pense que nous allons résoudre cette affaire. » Peter Nesbitt s'approcha avec des dossiers. « Prenons un café d'abord. Laissons-lui un peu de temps pour réfléchir. » Les 3 hommes convinrent et passèrent 20 minutes dans le café à discuter de l'affaire et à planifier l'interrogatoire. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, un bénévole chez Crime Stoppers répondit à un appel. « Bonjour, ici Crime Stoppers. Nous payons jusqu'à 1 000 $ pour des informations sur des crimes résolus. Cet appel est enregistré. » Après quelques secondes de silence, un homme plus âgé parla. « Puis-je obtenir de l'argent si j'aide la police? Cela dépend de votre information et de comment elle aide la police. Avez-vous des informations sur un crime ?» Il y eut une autre pause avant que l'appelant dise « Est-ce que je reçois l'argent tout de suite? Mais si la police me trompe, l'argent ne vient pas de la police, donc ils ne vous escroqueront pas. Dites-moi ce que vous savez, et je vous donnerai un numéro de code. »
Vous pourrez rappeler dans quelques jours pour voir si votre information a aidé. L'homme semblait frustré. J'ai besoin de l'argent maintenant. J'ai besoin de jus. Si vous avez besoin de nourriture, je peux vous orienter vers des refuges. Pas de nourriture, de jus. Celui qui coûte 5 $ la bouteille. Le bénévole sourit mais dit « Si votre information est bonne, vous pourriez acheter beaucoup de jus. D'accord. Je vais attendre. J'ai vu quelqu'un jeter une arme dans la rivière sous le pont de la 3rd Street. C'était dimanche matin. Il avait un fusil et 2 pelles. Le bénévole demanda « Était-ce du côté est du pont? Les a-t-il jetés dans l'eau? » Oui. Il les a juste jetés du quai. Je peux le décrire. Il était grand avec des cheveux blonds. Et sa voiture? C'était bleu foncé. La plaque d'immatriculation commençait par ASS. Mais j'ai oublié le reste. Le bénévole nota les informations et dit « J'ai tout ce qu'il nous faut. Votre numéro est 126. Rappelez dans quelques jours et nous vous dirons si cela a aidé la police. » Le bénévole relaya l'information à l'officier de liaison de la police. Un plongeur fut envoyé dans l'heure et trouva rapidement les objets. L'arme fut emmenée au laboratoire criminel où elle correspondait à une récente scène de crime dans le parc George Washington. Un rapport fut envoyé au détective et un technicien récupéra les 2 pelles chez le greffier des biens. Alors que les détectives quittaient le café, ils furent accueillis par un employé livrant les rapports balistiques et de Crime Stoppers. Détective, nous avons l'arme utilisée dans la fusillade du parc George Washington. Le rapport joint pourrait vous mener au coupable. L'employé tendit les rapports. Klein et Nesbitt examinèrent les rapports, puis consultèrent les registres des véhicules sur un ordinateur. Pete, séparons-nous. Je vais interroger notre invité dans la salle d'interrogatoire. Et tu peux demander à un officier en uniforme d'amener M. Moore pour un interrogatoire. Ça me semble un bon plan. Dave, les choses se mettent en place. Le détective Klein rassembla les rapports et se dirigea vers la salle d'interrogatoire où Lisa Evans attendait. Pendant ce temps, son partenaire organisa la venue d'un officier en uniforme chez Blake Moore. Bientôt, ils étaient en route. Dans la salle d'interrogatoire, Lisa était assise calmement, ne montrant ni peur ni tristesse. « Désolé de vous avoir fait attendre. Madame Evans, cette pièce est surveillée et enregistrée, » dit le détective Klein. Elle répondit « Ça ne me dérange pas. Je n'ai rien à cacher. » Klein répondit « Bien, commençons. Avez-vous une liaison avec Blake Moore? Oui ou non ?» Les épaules de Lisa s'affaissèrent, et elle détourna le regard. « Oui, » murmura-t-elle. Klein lui montra des documents de l'ordinateur de Mark. « Nous avons la preuve de votre liaison. Votre mari savait. Il a envoyé ces documents à son avocat, planifiant un divorce pour cause d'infidélité. Cette carte montre vos visites chez Moore. » Lisa sembla choquée. Comment Mark savait-il? Klein brandit un petit appareil. Il a installé ce traceur dans votre voiture, surveillant votre position en temps réel. Elle fixa l'appareil. Mark savait depuis des semaines, et il voulait divorcer. Elle commença à pleurer. Klein continua. Mark a documenté vos interactions avec Moore. La dernière carte date de samedi soir quand il a disparu. Il a envoyé un courriel à son avocat disant qu'il allait vous confronter et craignait d'être arrêté. Lisa dit « Mais Mark n'est jamais venu chez Blake. J'y ai passé la nuit. » Klein répondit. Les résultats préliminaires de l'ADN montrent que le sang dans le parc est le sien. Nous avons trouvé l'arme utilisée, liée à votre amant. La question est combien de temps vous allez le couvrir? Lisa insista. Blake n'a rien fait à Mark. Nous étions ensemble toute la nuit. Klein ajouta « Nous avons aussi trouvé le sang de votre mari dans votre voiture et sur vos chaussures. Mon partenaire va chercher M. Moore maintenant. Celui qui nous dira ce qui s'est passé et où trouver le corps de Mark aura un meilleur accord. » Lisa resta silencieuse, visiblement secouée, alors que Klein rassemblait les documents et attendait sa réponse. Le détective Klein tendit à Lisa les rapports des tests sanguins, mais elle y jeta à peine un coup d'œil. Mark ne peut pas être mort. Je l'aime, j'ai besoin de lui. Elle sanglota, clairement très bouleversée. Blake vous dira la même chose. Si Mark a été blessé dans le parc, nous n'avons rien à voir avec ça. Elle pleura dans un mouchoir froissé et humide. Le détective Klein lui donna quelques minutes pour se ressaisir. Lorsqu'elle sembla plus calme, il dit « Il n'y a aucun doute que votre mari est mort. Le médecin légiste
a conclu qu'il y a plus de 95% de chances, en raison de la perte de sang et de l'absence de traitement dans aucun établissement du comté. Il lui tendit le rapport et des photos de la scène. En voyant les photos sanglantes, elle éclata à nouveau en larmes. « Je vais vous laisser seul quelques minutes pour réfléchir. Vous ne vous aidez pas en niant votre responsabilité. » Klein quitta la pièce, plaça les rapports sur son bureau et secoua la tête en passant devant son officier supérieur. Il se dirigea vers la salle de repos pour un café pendant que son commandant surveillait Lisa sur la caméra de la salle d'interrogatoire. Le détective Nesbitt, pensant à l'affaire, se rendit chez Blake Moore. Rencontrant une voiture de patrouille là-bas, Nesbitt fut presque surpris quand Blake Moore répondit rapidement à la porte. « Oui, officier, comment puis-je vous aider ?» demanda Moore. Voyant la police, le détective Nesbitt se présenta. « Je suis le détective Nesbitt, ici pour la disparition de Mark Evans. Nous avons besoin de vous au poste pour un interrogatoire. Madame Evans est là maintenant. Et nous avons des questions qui nécessitent votre contribution. » Moore demanda « Suis-je en état d'arrestation ? Je sais que Mark a disparu, mais je ne vois pas comment je peux aider. Nous avons des questions auxquelles vous pourriez répondre. Veuillez venir avec nous. Vous n'êtes pas en état d'arrestation. » Moore, trop abasourdi pour résister, les rejoignit dans la voiture banalisée. Il s'assit à l'arrière, respectant le protocole du département. Le détective Nesbitt se tourna vers son partenaire. « Allons au poste. » En chemin, Nesbitt demanda à Moore. « Connaissez-vous bien Madame Evans ? C'est juste la femme de Mark pour moi. Pourquoi demandez-vous » Moore répondit, juste curieux. « Que faites-vous » Moore. « Je dirige une entreprise d'aménagement paysager, Moore's Landscaping. Nous faisons beaucoup de travail commercial. Même pour la ville » dit Moore, se détendant un peu. Au poste. Moore fut placé dans une salle d'interrogatoire à côté de celle de Lisa. Le détective Nesbitt rassembla les dossiers de Klein et commença à interroger Moore. Initialement, Moore nia la liaison, mais les preuves des courriels et des rapports de surveillance le firent avouer. Il admit que la liaison durait depuis presque 4 mois, mais insiste que ni lui ni Lisa n'avaient né de blesser Mark et qu'il n'avait pas quitté sa maison la nuit où Mark avait disparu. Alors que Nesbitt le pressait, Moore suggéra une nouvelle théorie. Si Mark a découvert notre liaison, il a peut-être piqué une crise ou même engagé quelqu'un pour faire croire que nous étions impliqués. Lui et moi avons un passé. Nesbitt rétorqua, nous avons l'arme utilisée. Un témoin vous a décrit, vous et votre voiture, et a fourni la plupart des numéros de votre plaque d'immatriculation. Ne prétendez pas que Mark vous a piégé avec une autodestruction élaborée. Blake Moore s'agita et dit, vous ne connaissez pas Mark. Nous sommes meilleurs amis depuis l'école primaire. Mais j'ai appris à ne pas toucher à ses petites amies ou à sa femme. Au lycée, j'ai fréquenté une de ses petites amies dans son dos. Quand il l'a découvert, il m'a fait peur. Même si je suis plus grand et plus fort, il m'a averti qu'il me liquiderait si je recommençais. Le détective, légèrement amusé, répondit « Donc, vous aviez peur de lui, mais vous avez quand même eu une liaison avec sa femme. » Blake, se calmant, dit « Je ne pouvais pas lui résister. » Ça s'est construit au fil des années et il y a quelques mois, j'ai fait un pas. Nous nous voyons depuis. Je n'arrive pas à croire qu'il l'ait découvert. Nous étions si prudents. Le détective parcourut les rapports. Les liaisons mènent souvent à un homicide. Je pense que vous et Lisa avez planifié ça. Vous pouvez soit avouer maintenant, soit affronter la peine maximale, à vous de choisir. Blake insiste. Nous n'avons rien à voir avec ça. Si Mark l'a découvert, il a peut-être fait quelque chose de drastique. Peut-être qu'il nous a piégés. Le détective Nesbitt dit « Nous avons assez pour fouiller votre maison, votre voiture et votre bureau. Confessez-vous maintenant pour une clémence. Réfléchissez. » Blake, outré, dit « Je n'ai pas fait de mal à Mark. Peut-être que Lisa a fait quelque chose, mais je n'en sais rien. » Le détective ramassa ses documents et quitta la pièce en disant « Quand les criminels travaillent ensemble, l'un essaie toujours de blâmer l'autre. Vous ne partirez pas de sitôt. Dehors. » Le détective Nesbitt trouva son partenaire avec un autre rapport. Les pelles trouvées dans la rivière viennent de l'entreprise d'aménagement paysager de Moore. Ces gars pensent que nous ne le découvrirons pas. Plus tard, les détectives présentèrent leurs preuves au procureur. Malgré l'absence d'un corps, les preuves étaient assez solides pour porter des accusations. Une demi-heure plus tard, Lisa Evans et Blake Moore
furent accusés de l'homicide de Mark Evans. Ils proclamèrent leur innocence, alors que leur droit, Miranda, était lu. Après l'audience, Lisa et Blake furent pris en photo et leurs empreintes digitales furent enregistrées, aucun d'eux n'ayant besoin qu'on leur dise de ne pas sourire. Alors qu'ils étaient ramenés à leur cellule, ils parlèrent pour la première fois depuis leur inculpation. « Qu'allons-nous faire, Blake? Ils ne peuvent pas croire que nous avons fait quelque chose à Mark, n'est-ce pas ?» demanda Lisa, reniflant encore. « Nous avons besoin de nos propres avocats, ou peut-être partager un pour économiser de l'argent, puisque nous sommes accusés de la même chose. Mais tout cela est faux. Je pense que Mark nous a piégés, » dit Blake, frustré. « Tu ne peux pas croire ça, n'est-ce pas? Pourquoi Mark irait-il à de tels extrêmes ?» demanda Lisa, choquée. « Je ne pense pas que tu connaissais Mark aussi bien que tu le pensais. Je suis étonné qu'il n'ait pas fait quelque chose de drastique quand il a découvert notre liaison. Si j'avais pensé qu'il le découvrirait, je ne t'aurais pas touché, » répondit Blake, secouant la tête. Blake raconta à Lisa un incident passé où il avait secrètement fréquenté la petite amie de Mark, debout près des barreaux de la cellule, séparés par un mur de béton. Il pouvait facilement parler. « Je ne crois pas que Mark ferait ça. Je ne sais même pas comment il l'a découvert. Nous étions toujours prudents, et nous ne nous rencontrions que lorsqu'il était hors de la ville, » dit Lisa, pensive. « Je regrette de l'avoir trahi. Même s'il n'est pas mort, je veux divorcer, » ajouta-t-elle, la voix empreinte d'émotion. Blake écouta ses sanglots et dit « Lisa, arrête. Tu connaissais les risques en venant chez moi. Tu étais consciente des conséquences. » Elle se calma et dit doucement « Tu as raison. J'espère juste qu'il me pardonnera. » Après une pause, Lisa suggéra « Je pourrais appeler Robert Graham, notre avocat. Peut-être qu'il peut nous représenter tous les deux et partager les coûts. » Ils convinrent, et Lisa attira l'attention d'un officier pour passer un appel. Cependant, Robert Graham déclina en raison de son implication dans la procédure de divorce de Mark, recommandant à la place son collègue Basil Smith. Lisa accepta, et Smith était en route. Blake fut ravi d'entendre cela et remercia Lisa. Ils attendirent dans leur cellule jusqu'à l'arrivée de Basil Smith, un avocat chevronné. Les présentations furent brèves, et Smith examina les accusations. « Donc, vous êtes tous deux accusés de l'homicide de Mark Evans. Que vous ont dit les officiers ?» demanda Smith. « Madame Evans, vous d'abord. Juste les points principaux. » Lisa raconta son histoire, finissant en larmes. « Je n'ai rien à voir avec ça. J'aime Mark. Je ne pourrais pas lui faire de mal. » Smith se tourna ensuite vers Blake. « À votre tour. » Brièvement, Blake résuma son expérience, affirmant « Nous n'avons rien à voir avec la disparition de Mark. Je pense que Mark a organisé ça pour nous piéger. » Smith, sentant l'urgence, « Dites, nous devons nous concentrer sur votre sortie d'ici. La caution sera probablement fixée à 100 000 $ chacun. Cela posera-t-il problème ?» Lisa, choquée, demanda « Ai-je besoin de 100 000 $ pour la caution ?»« Non. Juste 10% ou 10 000 $ en espèces pour le cautionnement. » Smith la rassura. Ils convinrent qu'ils pouvaient gérer la caution et étaient impatients d'être libérés. Smith les informa. « Vous serez présentés demain matin. La caution sera fixée à ce moment-là, et vous prendrez des dispositions pour sortir. Préparez-vous à passer la nuit ici. » Les deux clients réagirent mal à la déclaration de l'avocat. Il expliqua qu'il ne pouvait rien faire de plus tant que les accusations n'étaient pas déposées. Une fois sortis, il parlerait au procureur pour déceler les preuves et mieux comprendre leur cas. Ils furent ramenés à leur cellule, où aucun ne dormit bien, recevant de la nourriture grasse à emporter, une seule couverture, et des compagnons de cellule bruyants. Le lendemain matin à 10 heures, ils rencontrèrent leur avocat avant le tribunal. Malgré leur apparence négligée, ils plaidèrent non coupables, et la caution fut fixée à 100 000 $. Blake, propriétaire d'une maison et d'une entreprise, négocia rapidement une caution de 10 000 et fut libéré en début d'après-midi. Lisa fut moins chanceuse. Sans propriété exclusive de sa maison et trouvant son compte d'épargne vide, elle dut appeler ses parents pour de l'aide. Après beaucoup de persuasions, ils acceptèrent de fournir les 10 000 $. Cependant, le retard signifia qu'elle passa une autre nuit en prison, cette fois avec 2 courtisanes éméchées. Le lendemain, après que les questions financières furent résolues, elle fut libérée, rentra chez elle,
prit une douche et ignora les appels entrants. Le mois suivant passa rapidement. Lisa apprit que Mark avait retiré l'argent de leur compte pour protéger sa part avant leur divorce. Elle reçut les papiers de divorce sans savoir ce qu'il avait fait de l'argent. Lisa et Blake rencontrèrent Basil. Basil Smith à plusieurs reprises. Smith reçut des copies des preuves et prévoyait de rencontrer le procureur pour faire abandonner les accusations, arguant de la difficulté d'obtenir une condamnation sans corps ni témoin. Il suggéra d'engager un détective privé pour explorer si Mark avait orchestré sa propre disparition. Blake approuva, mais Lisa croyait que Mark était victime d'un vol de voiture raté. Au cours des semaines suivantes, l'investigateur ne trouva rien. Il tenta de trouver l'informateur qui avait signalé le fusil et les pelles jetées, mais personne ne reconnut la voix de l'appel. L'informateur ne donna jamais suite, ajoutant au mystère. Pendant ce temps, les tensions entre Lisa et Blake augmentèrent. Après sa libération, Blake suggéra de continuer leur liaison. Lisa refusa, le blâmant pour sa situation. « Je ne veux rien avoir à faire avec toi, sauf pour notre affaire judiciaire, » dit-elle, souvent en pleurs. La réponse de Blake fut froide. « Comme tu veux, Lisa. Tu n'es pas la seule femme en ville. » Ils ne se parlaient qu'en présence de leur avocat, gardant leur distance autrement. Leur liaison était devenue glacialement froide. Un mois après leur libération, Basil Smith organisa une réunion avec le procureur Jeff Bagdon. Lisa et Blake espéraient que les accusations seraient abandonnées. Car ils avaient été harcelés par des questions sur leur relation. Ils filtraient les appels avec l'identification de l'appelant et les répondeurs. Impatients de blanchir leur nom et de passer à autre chose, Jeff Bagdon, étonnamment jeune et élégant, commença. « Je viens de recevoir les rapports finaux du médecin légiste et de la police. Sur la base des preuves, je propose une peine réduite de 8 à 12 ans pour un plaidoyer de culpabilité pour homicide au second degré. » Lisa et Blake furent choqués, proclamant bruyamment leur innocence. Leur avocat, essayant de les calmer, demanda comment Bagdon justifiait l'offre. Bagdon expliqua. « Nous avons de nouvelles preuves. L'ADN du sang sur la plaque d'immatriculation et le joint du coffre de votre voiture correspond à Mark Evans. De plus, du polyéthylène noir trouvé sous la voiture de Mark correspond au matériel de votre entreprise d'aménagement paysager. » Lisa accusa avec colère. « Blake, qu'as-tu fait ?» Blake explosa. « Tu sais que je n'ai rien à voir avec ça. » « Tu étais avec moi quand c'est arrivé. » Basil Smith intervint, les calmant tous les deux. Il s'adressa à Bagdon. « Excusez mes clients. Nous espérions que les accusations seraient abandonnées et votre déclaration les a prises au dépourvu. » Bagdon, amusé, répondit « Je comprends, mais nous avons assez de preuves pour aller au procès. Le rapport du médecin légiste confirme que la victime a perdu trop de sang pour survivre. La scène de crime suggère que le corps a été traîné et chargé dans une voiture. Le ministère public est confiant. » Bagdon tendit les rapports et partit. Lisa et Blake parlèrent précipitamment à Smith, qui leur dit de se taire. Il dit « Je sais que vous êtes choqués. Ne vous battez pas l'un contre l'autre. Nous devons trouver une défense. Voulez-vous rejeter l'accord de plaidoyer ?» Les deux refusèrent l'accord, convaincus qu'ils ne seraient pas condamnés. Smith accepta de préparer le procès. Après leur départ, Smith examina les rapports, se demandant si ses clients disaient la vérité. Malgré ses doutes, il était déterminé à les défendre. Des mois plus tard, le procès commença. Le juge Robert Cox prit place à 10h le lundi. Basil Smith s'assit entre Lisa et Blake pour gérer leurs tensions. Il avait envisagé de suggérer des avocats séparés, mais il ne pouvait pas se le permettre. L'entreprise de Blake périclitait, et Lisa avait quitté son emploi en raison du stress du procès et des difficultés avec les amis de son mari disparus. Le procureur Jeff Bagdon commença son plaidoyer d'ouverture directement. Membre du jury, nous n'avons pas le corps de Mark Evans, mais nous avons l'intention de prouver qu'il est mort et que les accusés sont coupables de son homicide. Il révéla que les accusés avaient une liaison, que Mark Evans avait découverte, le poussant à demander le divorce. Bien qu'il ne soit pas clair comment ou quand Mark l'avait découvert, des traces sur son ordinateur montraient qu'il savait quand et où ils se rencontraient. Des courriels documentaient ses efforts de suivi, ses préparatifs financiers pour le divorce et son intention de les confronter. Nous ne pouvons pas déterminer quand ils se sont rencontrés, mais nous connaissons les résultats. Les preuves suggèrent qu'ils se sont rencontrés chez M, Moore, où M
Evans a été neutralisé, placé sur le siège passager et conduit au parc George Washington. Là, il a été abattu dans la poitrine, probablement inconscient. Il a été traîné hors de la voiture, jeté au sol et abattu à nouveau, cette fois touchant son artère carotide. Des photos graphiques montreront ses derniers moments. À ce moment, Lisa Evans perdit son sang-froid, nécessitant l'intervention du juge Cox pour rétablir l'ordre. Bagdon continua, après le second tir. Evans fut enveloppé dans du plastique, traîné hors du site, et chargé dans le coffre de M. Moore. Il fut conduit à un endroit inconnu et enterré. L'arme du crime et les pelles furent jetées dans la rivière, mais un citoyen préoccupé le signala, permettant à la police de les récupérer. L'analyse médico-légale confirma la présence des accusés sur la scène du crime. Le sang de M. Evans fut trouvé sur la voiture de M. Moore et sur les chaussures de Lisa Evans. Bagdon conclut. La défense prétendra qu'ils n'étaient pas sur les lieux, s'appuyant sur leurs alibis mutuels. Je suis confiant que vous verrez clair dans cela et les trouverez coupables. Basil Smith contre-attaque, soulignant la présomption d'innocence et exhortant le jury à se concentrer sur les preuves. Malgré ses efforts, la déclaration du procureur eut un fort impact. Le premier témoin, un expert en informatique, témoigna des courriels et des cartes que Mark Evans utilisait pour suivre les rencontres de sa femme avec M. Moore. Le dispositif de suivi, décrit dans la lettre de Mark à son avocat, enregistrait précisément les lieux et les heures. Ces preuves embarrassèrent Lisa Evans, tandis que Blake Moore semblait s'ennuyer. Le contre-interrogatoire de Smith donna peu de résultats, car le dispositif et les courriels étaient incontestables. Les reporters prirent des notes, surtout sur le dispositif de suivi, anticipant l'intérêt de leurs lecteurs. Après une pause déjeuner prolongée, le procès reprit avec les témoignages de l'opérateur d'urgence et de 2 patrouilleurs qui furent les premiers à répondre. Ils fournirent des faits de base, sans drame, sur la découverte de la voiture de Mark Evans. L'intensité du procès augmenta lorsque les détectives et les médecins légistes décrivirent la scène du crime, soutenus par de grandes photographies graphiques montrant des trous de balles, du sang et des marques de traînées. Le médecin légiste détailla la perte de sang, estimant 3 à 4 pintes 4 à 1, 9 litres, et décrivit des jets de sang indiquant une artère sectionnée. Il conclut que Mark Evans était mourant lorsque Lisa Evans perdit le contrôle et cria « Non, Mark ne peut pas être mort ». Son éclat força le juge à ajourner le procès jusqu'au lendemain matin. Le deuxième jour commença avec le médecin légiste poursuivant son témoignage, se concentrant sur les tests d'échantillons de sang. Après 15 minutes, le procureur Jeff Bagdon mit fin à ses questions. Passant le témoin à l'avocat de la défense Basil Smith, Smith vérifia que Lisa Evans, maintenant sous sédatif, était calme. Il chercha à réfuter l'impression graphique, semblable à une exécution, de la fusillade. Smith demanda « Vous avez estimé que Mark Evans a perdu 3 à 4 pintes de sang. Mais n'est-il pas possible que ce soit 1 à 2 pintes selon la distribution du sang ?» Le médecin légiste répondit « C'est improbable, mais pas impossible. » Smith continua. « Des premiers secours auraient-ils pu réduire la gravité de la blessure de Mark Evans ?» L'examinateur dit « Improbable, mais pas impossible. Une attention médicale immédiate aurait été nécessaire. » Smith souligna l'absence de preuves d'assistance immédiate et libéra le témoin, ayant obtenu de petites concessions. Ensuite, un scientifique médico-légal spécialisé dans les armes et les munitions témoigna des 2 balles récupérées. Une balle du siège de la voiture était déformée, l'autre, du bois de chauffage, était en bon état et correspondait à l'arme récupérée. Smith demanda « Les balles ont-elles été vérifiées pour des restes d'os ou de chair ?» Le technicien confirma des traces minimales de sang sur les balles, expliquant que le passage à travers des couches de rembourrage et de tissu les avait probablement nettoyées. Il nota que les balles avaient une enveloppe métallique complète, typique pour un usage militaire, avec une enveloppe de métal doré-cuivre-acier autour du noyau. Il expliqua que cette enveloppe est plus solide qu'une enveloppe entièrement métallique standard, généralement en cuivre. Cela était à la fois bon et mauvais pour la défense. Bien qu'il n'y ait pas de preuve que les balles aient traversé le corps, les circonstances et le type de balle expliquaient la situation. L'espoir de retracer l'arme était vain. Elle avait été vendue à une foire aux armes il y a 20 ans sans registre d'acheteur. Basil Smith
confirme qu'aucune empreinte digitale ou ADN des accusés n'avait été trouvée sur l'arme ou les douilles. Tout ce qui n'avait pas été emporté par l'eau de la rivière avait été essuyé avant d'être jeté. Un autre technicien parla des pelles trouvées. Il n'y avait ni empreinte digitale ni ADN, mais elles portaient la marque Moore's Landscaping. 14 pelles identiques furent trouvées dans l'entreprise de Moore. Le contre-interrogatoire n'apporta aucune nouvelle information. Les témoins du département des sciences médico-légales et de la police continuèrent toute la matinée et l'après-midi. Le contre-interrogatoire le plus significatif de Basil Smith eut lieu avec un technicien qui trouva du sang dans la voiture de Blake Moore. Le technicien admit que le sang aurait pu être placé par une tierce personne, offrant à Smith une petite victoire. Les choses se compliquèrent avec le témoignage du technicien chez Lisa Evans. Du sang fut trouvé dans sa voiture et sur sa chaussure droite. Bien que le technicien ait admis qu'il ne pouvait pas déterminer si le sang avait été transféré de la chaussure à la pédale d'accélérateur ou vice-versa, l'avocat espérait que ce doute aiderait Lisa. Alors que les témoins de l'accusation concluaient, le troisième matin commença avec la présentation des preuves de la défense. Les journaux locaux spéculaient que la défense aurait du mal face aux preuves de l'accusation. Ils suggéraient que, sans corps, une condamnation serait difficile, surtout compte tenu de la stratégie de la défense visant à semer le doute sur la mort réelle de Mark Evans. Le premier témoin de la défense de Basil Smith fut l'expert en analyse de sang, le Dr Wilbur. Il témoigna qu'un meilleur travail aurait pu être fait pour collecter les preuves de sang. Une analyse appropriée du sol imbibé de sang aurait pu donner une estimation plus précise de la perte de sang. Il croyait qu'une perte aussi faible qu'une pinte et demie, environ 7 litres, aurait pu créer la scène, et qu'une personne perdant autant de sang pouvait encore être en vie. Le procureur ne le contre-interrogea pas. Ensuite, Blake Moore témoigna, clamant son innocence et suggérant que Mark avait orchestré son propre homicide. Il déclara qu'il n'avait jamais possédé d'armes et que les pelles trouvées auraient pu être volées sur ses chantiers. Basil Smith garda le témoignage. Bref, passant Moore pour le contre-interrogatoire, Jeff Bagdon demanda « Pourquoi pensez-vous que Mark Evans organiserait son propre homicide ?» Blake raconta comment Mark l'avait menacé au lycée après que Blake eut fréquenté sa petite amie dans son dos. Bagdon demanda alors « Donc, ce n'est pas la première fois que vous interfériez dans les relations de Mark Evans ? Ne pensez-vous pas que s'il voulait détruire quelqu'un, il vous aurait choisi ?» Blake Moore ne put répondre directement, marmonnant que son avantage physique sur Mark aurait empêché une confrontation. « Donc, vous pensez que vous auriez pu intimider votre ami pour qu'il se suicide ? Est-ce pourquoi vous vous sentiez à l'aise de prendre sa femme ?» demanda le procureur, puis continua sans attendre de réponse. « Vos actions montrent que vous êtes un narcissique qui pense pouvoir avoir n'importe quelle femme et ignorer l'amitié. » Basil Smith objecta, arguant que le procureur témoignait plutôt que de poser des questions. Le juge approuva et ordonna au jury d'ignorer la dernière déclaration du procureur. Malgré cela, Blake était visiblement bouleversé, mais quitta le banc sans autre commentaire. Basil Smith réalisa que le témoignage de Blake avait été contre-productif, mais espérait que celui de Lisa pourrait aider. Lisa, plus composée, déclara avec force qu'elle n'était impliquée dans aucune attaque contre son mari et suggéra qu'il aurait pu être victime d'un carjacking. Basil choisit de ne pas poser de questions supplémentaires. Le procureur demanda à Lisa « Où étiez-vous entre minuit samedi et 14h dimanche ?» Lisa, embarrassée, répondit « J'étais avec Blake Moore chez lui de 20h samedi à environ 13h30 dimanche. » Vous n'avez pas tout à fait répondu à la question. Dites-nous ce que vous avez fait de minuit samedi à dimanche. Lisa, troublée, dit « J'étais dans la chambre de Blake à minuit. Nous étions, vous savez, en train de le faire. Et combien de temps cela a-t-il duré ?» pressa le procureur. « Probablement jusqu'après 1h du matin, » admit Lisa, embarrassée. « Ensuite quoi ?» demanda-t-il. « Nous avons dormi jusqu'à environ 5h45, dit-elle. « Moore était-il au lit quand vous vous êtes réveillé ?»« Oui. Il était là. Nous nous sommes occupés à nouveau, et nous nous sommes rendormis vers 6h30, puis levés à 11h, dit Lisa rapidement. Donc, vous l'avez réveillé pour le faire à nouveau à 6h30, clarifia le procureur. Lisa, embarrassée, répondit. Non, il était déjà prêt. Le procureur, voyant la réaction du jury, continua.
Dites-nous exactement comment vous l'avez réveillé. Lisa, résignée, dit « J'ai juste commencé à le faire avec lui. » Le procureur porta le coup final. « Vous avez dit que vous aimez votre mari. Est-ce vrai ?» Après l'affirmation emphatique de Lise, « Oui. » Il continua. « Vous avez passé la nuit avec son meilleur ami pendant qu'il mettait fin à ses jours. Comment pouvons-nous croire que vous n'étiez pas impliqué dans sa fin de vie ?» Lisa pleura doucement, incapable de répondre. Le juge Cox mit fin à ses souffrances en demandant s'il y avait d'autres questions. Lorsqu'il n'y en eut pas, le juge annonça une pause déjeuner. Après que Lisa se fut ressaisie, elle rejoignit son avocat, Basil Smith, pour un déjeuner sombre. L'avocat expérimenté les avertit que l'affaire pouvait aller dans les deux sens. En privé, il était pessimiste car les deux clients avaient flanché au banc des témoins. La session de l'après-midi se termina rapidement, alors que Smith annonça qu'il n'y avait plus de témoins pour la défense. Les deux avocats préparèrent leur plaidoirie finale. Le procureur mit l'accent sur les preuves accablantes contre les accusés, tandis que la défense souligna la nature circonstancielle de l'affaire, l'absence d'un corps et le manque d'un motif clair. L'affaire fut soumise au jury à 16 heures, et ils délibérèrent pendant 2 heures avant de se retirer pour la nuit. Le lendemain matin, Lisa et Blake attendirent au bureau de Basil Smith pour le verdict du jury. Partageant une salle de conférence, ils mirent de côté leurs différends, espérant un acquittement. À 15h30, l'appel arriva. Le jury avait atteint un verdict. Les parents de Lisa, venus en ville pour le procès, étaient présents au tribunal. Le verdict fut annoncé rapidement. Coupable d'homicide au second degré. Lisa éclata en larmes, et Blake frappa du poing de frustration. Ils furent menottés et placés en détention. Lisa, ayant un bref moment pour parler à ses parents, proclamant son innocence. La semaine entre la condamnation et la sentence passa lentement. Les parents de Lisa rendaient visite quotidiennement, tandis que Blake reçut une visite d'un cousin. Lors de la sentence, les deux reçurent 15 ans à perpétuité. Basil Smith promit d'examiner les registres du tribunal pour un éventuel appel. Dans les 3 jours, ils furent transférés dans une prison d'État. La prison de Lisa avait une bonne réputation, mais celle de Blake avait un historique d'émeute. Avec la fin du procès, la couverture médiatique cessa, et Lisa Evans et Blake Moore disparurent de l'attention publique. Quelques mois plus tard, Basil Smith et Jeff Bagdon se retrouvèrent un pour un verre. Réfléchissant à l'affaire, Smith exprime sa surprise face aux condamnations, estimant que les histoires cohérentes des accusés suggéraient leur innocence. Bagdon répondit « Le jury ne les a pas crus. J'essaie de ne pas prendre ces affaires personnellement, sauf si elles impliquent des crimes particulièrement odieux ou des enfants. Cette affaire n'était pas la pire, mais elle n'a pas généré beaucoup de sympathie pour les accusés. » Un an plus tard, un article de presse rapporta une perturbation majeure dans la prison de Blake Moore. Blake avait été poignardé lors de l'émeute et transféré à l'hôpital avec un poumon affaissé. Il était dans un état grave, mais devrait survivre. 18 mois après la condamnation de Lisa Evans et Blake Moore pour l'homicide de Mark Evans. Basil Smith pensait rarement à l'affaire. Il avait passé la première année à examiner les transcriptions, mais n'avait trouvé aucun motif juridique pour un appel. Un mercredi matin calme au bureau de New York du projet Innocence. La réceptionniste reçut un colis FedEx. À l'intérieur se trouvait un DVD, un sac scellé de biohazard et une lettre de plusieurs pages. Intriguée, elle appela Tony Kelly, un jeune avocat, pour y jeter un œil. Tony, habillé décontracté, prit le colis dans son bureau. Il était avec le projet Innocence depuis 1 an, effectuant des recherches juridiques. Il aimait aider ceux injustement condamnés. Assis à son bureau, il lut la lettre adressée au projet Innocence. Commençait. Concernant les condamnations de Lisa Evans et Blake Moore, je ne sais par où commencer. Alors je vais commencer par le début. Mon nom n'est pas important, mais les informations que j'ai pourraient changer la vie des 2 condamnés et de 5 autres, dont moi, il y a environ 15 mois. Un homme a répondu à mon annonce pour une personne compétente en informatique. Il en savait autant, sinon plus, sur les réseaux d'entreprise que moi. Je l'ai embauché immédiatement. Cet homme, que j'appellerai Mark, était discret, mais exceptionnellement compétent. En 2 mois, mon entreprise a cru de 50% grâce à ses efforts et ses longues heures. Quand Mark a commencé à travailler pour moi, il venait d'arriver en ville et n'avait pas encore loué de logement. Mon entreprise était nouvelle. Alors je lui ai loué notre chambre au sous-sol pour un revenu supplémentaire.
Je voulais réinvestir les profits dans l'entreprise pour soutenir moi et mon jeune fils. Bien que ce fût un risque, quelque chose chez Mark m'a convaincu qu'il n'était pas une menace. Nous nous sommes rapidement installés dans une routine. Pendant les 3 premiers mois, il vivait au sous-sol, mais mangeait avec nous et faisait le trajet ensemble. Il travaillait souvent des heures supplémentaires sans salaire, préférant la productivité à la télévision ou au sommeil. Avec le temps, notre relation a évolué d'employeur-employé à ami, puis à une famille aimante. Mon fils l'appelle maintenant papa. Dès le début, j'ai senti que quelque chose troublait profondément Mark. Un après-midi calme, j'ai fermé la porte du bureau et l'ai appelé, déterminé à découvrir ce qui le perturbait. Il a fini par confesser qu'il fuyait un mariage raté. Sa femme l'avait trahi avec un bon ami, et il avait presque commis un homicide-suicide à cause de cela. Notre conversation l'a aidé à surmonter son passé. Nous avons commencé à sortir ensemble le week-end, maintenant des rôles séparés en semaine. Après 1 mois, il a déménagé du sous-sol dans ma chambre, et nous sommes devenus une famille. Malgré cela, je sentais qu'il cachait encore quelque chose. Notre relation s'est renforcée, et Mark est devenu une figure paternelle pour mon fils, qui a besoin d'un père aimant. Il y a 4 jours, Mark s'est effondré au travail et a été diagnostiqué avec une maladie cardiaque nécessitant une chirurgie. Une fois stabilisé, il a été transféré dans une chambre privée où il m'a partagé son histoire. Craignant qu'elle ne meure avec lui s'il ne survivait pas à l'opération, il m'a raconté cela au cours d'une journée. Une fois que j'ai accepté de partager son histoire avec vous, il a semblé soulagé. Maintenant, alors qu'il dort, je tape cette lettre avec notre fils endormi à côté de lui. Je dois finir ce soir, créer un DVD et tout envoyer à vous d'ici midi demain. En m'assurant que cela ne puisse pas être retracé jusqu'à nous, l'histoire de Mark a commencé il y a presque 2 ans. Il était heureux en mariage avec Lisa depuis près de 6 ans lorsqu'il a remarqué un petit bleu sur son sein droit. Pensant initialement que c'était à cause d'un choc contre un meuble, il a réalisé que cela ressemblait plus à un suçon, sachant que ce n'était pas de lui. Il a passé la nuit troublé par divers scénarios sur l'origine du bleu. Ses pensées l'ont suivi le lendemain au travail. En arrivant à son bureau, il se sentait ridicule pour ses soupçons. Il n'avait aucune preuve de méfait et pensait que tout était circonstanciel. Juste avant le déjeuner, le responsable des livraisons de pièces lui a apporté un dispositif de suivi à évaluer pour améliorer le service de livraison. Mark a rapidement décidé comment le tester. 3 jours après avoir installé le dispositif dans la voiture de sa femme, il a vérifié le moniteur au travail. Elle avait dit qu'elle allait faire du shopping, mais le traceur montrait qu'elle était allée chez Blake Moore. 1 heure plus tard, sa voiture était toujours là. Suspicieux, il l'a appelée. Quand elle a dit qu'elle faisait du shopping, il a su que quelque chose n'allait pas. Ce soir-là, il a écouté son faux récit sur le shopping, se sentant malade, mais décidant de ne pas tirer de conclusions hâtives. Il l'a observée pendant une autre semaine lors d'un voyage d'affaires, suivant sa voiture à travers 3 États jusqu'à la maison de Blake de 20 arts à 2 arts. Elle a menti en disant qu'elle était restée à la maison toute la nuit. La confirmation de son infidélité l'a dévasté. À son retour, il a envisagé la destruction. Il savait que Blake était un homme à femme, mais n'avait jamais pensé qu'il poursuivrait Lisa. Sa trahison lui a brisé le cœur. Ce soir-là, il a rendu visite à la veuve âgée d'à côté, sous prétexte d'emprunter une clé. Il a récupéré un revolver caché dans la boîte à outils du défunt mari de celle-ci. Mark avait l'intention de l'utiliser pour éliminer Blake et Lisa. Puis lui-même, il a décidé d'attendre de les prendre sur le fait. Il a commandé son propre dispositif de suivi pour rendre celui qu'il évaluait. Heureusement, Lisa et Blake ne se sont pas rencontrés pendant une autre semaine, donnant à Mark le temps de réfléchir. Pendant ces jours, il a conçu un meilleur plan. Pour les piéger pour homicide, il a passé 1 semaine à planifier et à rassembler des fournitures. Quand il fut prêt, il a prétendu un voyage d'affaires le week-end, sachant qu'ils se rencontreraient pendant son absence. Quand sa femme est allée chez Blake, il a mis son plan en branle, créant une piste papier suggérant qu'il divorçait d'elle. Il a presque oublié d'envoyer un courriel crucial à son avocat qui impliquerait Lisa et Blake. Avant de partir, il a tiré une balle dans le siège passager de sa voiture et une autre dans un bloc de bois, étouffant les coups avec une couverture dans le garage. Cette étape lui a semblé un soulagement, marquant le début de sa revanche. Vous devriez chercher des articles de journaux archivés en ligne. Mark a suivi le procès quotidiennement
et a dit que la plupart de l'histoire était documentée par les reporters judiciaires. Il pense qu'un examen complet de la transcription du tribunal clarifiera tout. D'abord, il a conduit sa voiture à un parc près de la maison de Blake et a trouvé un endroit isolé. Il avait un grand sac de sport avec tous les matériaux pour son plan. Il a tout étalé sur une table de pique-nique, le recouvrant d'une vieille couverture. Il a déchargé du bois de chauffage, une bâche en plastique et un pneu de secours, créant une traînée jusqu'à la route pavée, puis a ramené le pneu dans le coffre et dispersé le bois de chauffage autour, à l'aide d'une petite lampe de poche. Il a fait tout cela, puis s'est assis tranquillement pour voir si quelqu'un remarquait. Mark a prélevé du sang de sa main à l'aide d'une aiguille, collectant près de 2 pintes, environ 0,45 litres, qu'il a dilué avec de l'eau distillée. Il a vaporisé ce sang en motif pour imiter un jet artériel et l'a étalé sur le siège de la voiture et le sol pour suggérer une perte de sang significative. Il a rempli les trous de balles dans le bois de chauffage et le rembourrage de la voiture avec plus de sang. Après avoir terminé, il a tout rangé dans son sac de sport et a quitté le parc, atteignant une vieille voiture qu'il avait achetée à cet effet, étourdi par la perte de sang. Il s'est reposé jusqu'à près de 6 heures, puis a conduit jusqu'à la maison de Blake pour finir son plan. La voiture de Lisa était toujours chez Blake et déverrouillée. Alors il a mis quelques gouttes de sang sur la pédale d'accélérateur. Il a également étalé du sang sur la voiture de Blake, mais a eu peur lorsqu'il a vu une lumière s'allumer dans la chambre de Blake. Il est rapidement parti, s'est rendu à une cabine téléphonique et a utilisé un modificateur de voix pour signaler sa voiture dans le parc. Prétendant être une femme, il a ensuite jeté 2 pelles et le revolver dans la rivière. Épuisé, il est resté dans un motel pendant 2 jours, prenant des suppléments et mangeant des barres énergétiques. Il a fait un autre appel avec le modificateur de voix, cette fois en tant qu'homme âgé, ce qui a aidé la police à trouver le revolver. Mark m'a raconté toute cette histoire parce qu'il veut laisser son passé en tant que Mark Evans derrière lui. Il utilise maintenant une identité différente, que mon fils et moi connaissons, et veut la conserver. Il m'a demandé d'envoyer ces informations pour aider à annuler les condamnations de Lisa Evans et Blake Moore. Demain, je vais acheter un exemplaire du New York Times et un encrier. Nous utiliserons une partie de la première page pour mettre toutes les empreintes digitales de Mark et une tache de sang, qui correspondra à l'ADN du parc. Prouvant qu'il est en vie, cela devrait suffire à les libérer de prison. À la fin de la lettre, il y avait une note manuscrite. Mark est sorti de la chirurgie en bon état. Il veut que je prenne l'avion pour Seattle demain pour envoyer ce colis. Je déteste le quitter, mais ça apaisera son esprit. Nous attendons des jumeaux dans environ 3 mois. Tony Kelly tourna la dernière page pour vérifier s'il y avait des notes supplémentaires. Mais elle était vierge. Il posa ses pieds sur le bureau et examina les autres objets dans le colis. Le DVD était étiqueté photo prise dans le parc George Washington. Et l'enveloppe en plastique noir était marquée empreinte digitale et ADN. Il relut les pages imprimées pour d'éventuelles notes supplémentaires, puis appela un avocat senior. C'était au-delà de ses capacités à gérer seul. Il ne fallut pas longtemps pour confirmer que l'ADN appartenait à Mark Evans et que les empreintes digitales correspondaient à celles de sa voiture trouvée dans le parc, prouvant qu'il était toujours en vie. Avec des preuves indéniables que 2 personnes avaient été condamnées pour un homicide qui n'avait jamais eu lieu, le procureur général de l'État et le gouverneur accélérèrent leur libération. 1 semaine plus tard, ils retournèrent au tribunal avec Basil Smith, les parents de Lisa, et même le procureur Jeff Bagdon. Avec quelques représentants de l'État présents, le procureur général s'excusa pour la condamnation injustifiée. Il blâma Mark Evans pour avoir induit le système judiciaire en erreur, et annonça des efforts pour le trouver et le tenir responsable des coûts financiers encourus. Lorsqu'on lui demanda par où il commencerait à chercher Mark, il ne put que secouer à la tête. Blake Moore semblait changer, moins arrogant, mais plus enclin au compromis. Il s'excusa auprès de Lisa pour les événements ayant conduit à leur emprisonnement. Lisa semblait indifférente, désirant seulement partir avec ses parents. Basil Smith et le procureur s'excusèrent, reconnaissant qu'ils avaient été induits en erreur par Mark Evans. Ils jurèrent d'être plus diligents dans les futures affaires. Bien que l'État n'ait trouvé aucune responsabilité, Lisa et Blake reçurent chacun 50 000 $ en compensation. Blake, dont l'entreprise avait fait faillite
et la maison vendue pour les frais juridiques. Quitta la ville. Il commenta à Lisa que Mark les avait gravement lésés et que le chèque n'était qu'une fraction de ce qu'il avait perdu. Lisa, visiblement épuisée par son épreuve, dit simplement qu'il le méritait et partit sans dire au revoir. 2 semaines après que les nouvelles par câble eurent rapporté leur libération, une grande enveloppe arriva au bureau de Basil Smith. À l'intérieur se trouvait une note pour l'avocat et une enveloppe scellée pour Lisa. Basil livra la lettre à Lisa dans son appartement. Après une brève conversation, il la laissa avec l'enveloppe, qu'elle ouvrit avec appréhension. Reconnaissant l'écriture de Mark, elle lut la lettre. « Lisa, je m'excuse pour le temps que tu as passé en prison. Ta trahison avec Blake m'a presque rendu fou. Ma nouvelle vie et mon bonheur m'ont montré que vous libérer tous les deux était nécessaire pour ma propre liberté. Je sais que les autorités me chercheront, mais je suis confiant dans ma nouvelle vie avec ma nouvelle famille. Bonne chance et adieu. » La lettre glissa de sa main, brisant tout espoir restant de réconciliation avec Mark.